À l'élection présidentielle du 24 février 2019, vous êtes député à l'Assemblée nationale et maire de Podor ou mairesse pour féminiser. Mettre votre candidature à l'élection présidentielle à venir, justement, semble être compromise avec le rejet de votre dossier par le Conseil constitutionnel sur le critère du parrainage. Entendez-vous vous plier à cette décision? Merci beaucoup, Mamoudou. Pour répondre franchement à votre question, je suis un avocat avant d'être un homme politique. Je connais les procédures, je connais les lois de ce pays, je connais la nature de cette haute juridiction qu'est le Conseil constitutionnel et honnêtement, j'entends ici et là qu'on va intenter des recours contre la décision du Conseil. À mon humble avis, il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours contre la décision du Conseil constitutionnel. Maintenant, nous allons analyser la décision, le pourquoi de cette décision, pourquoi il y a eu autant de cris et de malentendus autour de cette décision. Et c'est justement parce que il n'y a pas de recours contre cette décision que cette décision est grave en soi. On n'a jamais... Ça, c'est la loi. C'est la loi. On n'a jamais dans l'histoire juridictionnelle et politique de notre pays vu une aussi grande juridiction se mettre tous les jours à expliquer et à justifier de sa décision. Vous avez vu les communiqués du Conseil? Jamais cela n'est arrivé dans l'histoire de notre pays. Mais ça veut dire que cette décision pose problème en elle-même. Ça veut dire Conseil se met à la page, comme on dit. Ah non, c'est pas se mettre à la page. Oui. Il est interdit à un juge de commenter sa décision. Il est interdit à un juge de s'occuper du sort de sa décision. Du moment où le juge a rendu sa décision, il en a fini avec le dossier. Mais que fait le Conseil? Tous les jours, le Conseil émet un communiqué pour dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui n'a pas pu se passer. Mais j'estime que cela est calamiteux, c'est même dramatique dans l'histoire de notre pays. Qu'est-ce que le Conseil a à se reprocher? Qu'est-ce qui s'est passé avec vous, Aïssata Tall? Alors, ce qui s'est passé avec moi et certainement avec d'autres candidats est quelque chose d'extrêmement grave. Je fais quand même un rappel historique. Moi, en tant que député, je n'ai pas voté la loi sur le parrainage. Mais souvenez-vous de ce que je disais alors. Je disais alors, répondant à monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, que seuls les grands hommes sont capables de consensus. Que c'est vrai, la démocratie est une question de nombre, mais que le consensus est une affaire de grands hommes. Et j'appelais à un dialogue. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que sur le principe, ça va vous étonner, Mamoudou, et je vous donne là un scoop, je ne me suis jamais opposé au parrainage. Jamais. Sur le principe, je considérais... Mais vous aviez voté contre? Oui, j'ai voté contre parce que le président de la République et sa majorité ont refusé le dialogue. Et moi, j'appelais au dialogue. Je me disais que sur le principe, le parrainage pouvait être une bonne chose, que ça pouvait être un bon filtre. Vous savez, moi, je ne fais pas la politique par circonstance. Je ne me lève pas un matin pour dire voilà ce que je fais. Je l'ai fait depuis très longtemps. Je comprends les règles du jeu. Parfois même, je les accepte à mon corps défendant et à mon détriment. Je considère que dans une démocratie majeure, ceux-là même qui aspirent à diriger le pays, à être à la tête de leurs concitoyens, doivent revêtir un minimum de légitimité. Justement, l'opinion, ou en tout cas une bonne partie de l'opinion, ou une partie de l'opinion, pour être peut-être plus juste, considère que Maître Aïssata Tall Sall n'a pas été capable d'avoir le nombre de parrainages. Mais bien sûr qu'on a eu le nombre de parrainages. Les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé. Au moment où je vous parle, Mamoudou, moi, j'ai collecté plus de 88 000 parrainages. 88 000! On a demandé 53 000. Donc, j'ai plus de 30 000 parrainages. Avec une condition d'avoir 2 000 parrains, au moins dans cette région. On en a eu partout. Dans ces 7 régions minimum requis, on les a eus. C'est le Conseil qui les a anéantis. Et pourquoi le Conseil... Pourquoi le Conseil anéantirait vos parrainages? Mais c'est là la question. C'est là où on dit que le Conseil n'a pas été bien outillé. Il n'a pas compris peut-être les règles du jeu, ou peut-être même pire, comme certains de vos confrères l'ont dit, on a donné au Conseil un faux outil de travail qui lui a pas permis de faire ce travail-là sérieusement. Mais je reviens à ce que je disais. Je disais que moi, j'ai eu plus de 88 000 parrains. Quand j'ai déposé mon dossier au Conseil constitutionnel et au moment où je vous parle, j'ai encore 10 000 parrains dans mon cabinet que j'ai gardé. 10 000 au cas où il y aurait eu des doublons. Mais que fait le Conseil?
Le conseil a un outil informatique. Maintenant, même si le conseil ne le dit pas, nous avons bien compris ce qui s'est passé. Le contrôle informatique des parrains a totalement et complètement échappé au conseil. Le conseil n'est presque pas intervenu dans ce contrôle-là. Et pourtant, il est le seul responsable de ce contrôle. Est-ce que ces juges-là sont même outillés pour contrôler un outil informatique? Mais ce sont les mêmes juges qui ont validé les parrainages d'autres candidats. Est-ce que c'est eux qui les ont validés ou est-ce que c'est d'autres? Voilà la question. Oui. Voilà la question. Ce mystère-là du conseil, on va le percer parce que moi, pour ce qui me concerne, et j'imagine qu'il en a été de même pour d'autres candidats, pour ce qui me concerne, quand je donne la liste de mes parrains, Mamoudou, est-ce que vous savez que quand M. Babacar Ba, qui me représentait, est venu me dire il paraît que nous avons de faux parrains, mais moi, 3 nuits, je n'en ai pas dormi. C'est comme quand on m'avait accusé d'avoir fait voter des morts à Podor. J'ai dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Moi, j'ai fait parrainer des gens, détenteurs de la carte d'électeur, détenteurs de la carte d'identité CEDEAO, des gens que je connais, que mes gens dans les régions, dans les départements, dans la diaspora, ont collecté des parrains, et vous me dites qu'on a de faux parrains? Ce conseil, excusez-moi du terme, il est tombé sur la tête ou quoi? Maintenant, le conseil m'a retourné mon dossier. Et qu'est-ce que je vois? Ici, j'ai des documents où le conseil dit non électeur. Et je donne un exemple au hasard. Celui-là, il s'appelle Aïssata Niang. Elle s'appelle Aïssata Niang. Aïssata Niang, elle est conseillère municipale à Podor. Elle était investie sur la liste des députés aux dernières élections législatives. 2 conditions pour être investie. D'abord, être soi-même électeur, donc elle est électrice, elle a sa carte. 2017, elle a une carte CEDEAO. Et le conseil me renvoie non électeur. Et Aïssata Niang m'a parrainé. Ça, c'est un document du conseil. Comment Aïssata Niang, j'entends les gens dire, dès qu'on se trompe sur la transcription du nom, ça peut faire non électeur. C'est-à-dire, si on écrit Aïssata Niang, au lieu de AI, on met AY, la machine rejette. Mais les gens que j'ai, la transcription de leur nom est exacte. Exactement comme ça. Les numéros de carte d'électeur sont exacts. Les numéros de carte d'identité sont exacts. Pourquoi le conseil les a rejetés? Voilà la question. Oui, mais c'est quand même une quantité industrielle qui a été rejetée. 39 000. 39 000, presque 40 000. Oui. Mais est-ce que les cas que vous relevez et qui relèvent d'une irrégularité selon vous sont d'une quantité industrielle pouvant vous permettre justement de valider votre candidature sur les critères du parrainage? Bien évidemment. Oui. Mamoudou, que personne ne se mette dans la tête que moi, Aïssata Tall, je peux aller voir le Conseil constitutionnel, lui donner un dossier incomplet ou m'amuser à lui donner un dossier où il n'y a pas le nombre de parrains. Faux, archi faux. J'ai suffisamment de parrains, j'ai suffisamment de bons parrains. J'en ai tellement suffisamment que j'ai gardé 10 000 pour les doublons. Mais quand le Conseil rejette cette quantité industrielle, mais il devait un minimum d'explication aux candidats. Quel est votre sentiment profond aujourd'hui? Mon sentiment, c'est que le Conseil a été manipulé. Il a manipulé. Ah, ça. Ce que vous dites est grave. Ça, très grave. Surtout venant d'une avocate. Oui, et je pèse mes mots. Oui. Parce que je dis que ce conseil a été manipulé, puisque le conseil n'est pas en mesure de s'expliquer sur ça. Quand est-ce qu'il va le faire? Parce que dans ces fameux communiqués, il ne nous dit rien de ça. Or, la mère des batailles, c'est ça. Pourquoi le Conseil a accepté de rejeter des parrains inscrits au fichier dont l'identité est exacte, dont les numéros de carte d'électeur sont exacts, dont les numéros de carte nationale CEDEAO sont exacts? Pourquoi le Conseil a fait ce travail? Mais le Conseil a été quand même assisté par un technicien et cette jurée, on le dira c'est ainsi, peut-être là le mal. Cette personnalité de la société civile. C'est peut-être là le mal. Qui les a choisis? Qui a dit que ce sont ces 7 personnalités-là qui auraient pu nous suffire comme jurés? Qui a dit que ce sont ces informaticiens en qui nous pouvons investir de notre confiance pour qu'ils aillent faire le contrôle? Vous avez une seule fois au Sénégal entendu les candidats à qui on a posé la question de savoir, puisqu'il est question de contrôler votre dossier, est-ce que vous êtes d'accord que ça soit... Moi, je n'ai rien contre ces personnalités-là. Je n'ai rien. Mais maintenant que le mal est fait, on repose tout le système à rebrousse-poil. Il faut qu'on aille depuis l'origine. Et l'origine, c'est quoi? L'origine, c'est les modalités du contrôle du parrainage. Nous, on nous a juste dit, vous serez représentés. Eh bien, nos représentants ont été. En termes de représentation, ils n'ont fait que de la figuration. Eux tous.
Le jury du dimanche avec Maître Aïssata Tall Sall. On va écouter quelques citoyens qui vous ont interpellé avec la complicité d'Aliou Diassé. Ma question, c'est de poser à Maître Aïssata Tall Sall à qui elle va soutenir pendant les élections. La première question, c'est comment Aïssata Tall Sall a vécu sa disqualification à la présidentielle. Vu que le Conseil constitutionnel n'a pas qualifié sa candidature, comment elle a vécu cela? Deuxième question, Khalifa Sall vient d'être jugé et maintenu en prison pour une peine de 5 ans qu'il doit purger. Et maintenant, Aïssata Tall Sall peut-elle nous dire sur les chances que Khalifa Sall a pour pouvoir maintenir sa candidature? C'est-à-dire, après ce jugement, le verdict rendu, est-ce que Khalifa Sall a toutes les chances pour maintenir sa candidature tout en restant en prison? Et la dernière question, le Conseil constitutionnel est-il apte à abriter le processus de vérification du parrainage, vu que certains opposants ou bien certains membres, certains Sénégalais disent que la vérification devrait être effectuée au niveau de la DAF? Aïssata Tall Sall, c'est une dame que j'estime beaucoup sur son engagement politique au Sénégal. Pour être bref, j'ai 2 questions à lui poser. La première est la suivante. J'aimerais savoir sur quelle base sa candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Et la seconde, j'aimerais aussi savoir quel candidat elle compte soutenir pour les élections présidentielles du 24 février 2019. Maître, comme que le Conseil constitutionnel vous a recalé à défaut de manque de parrainage demandé, qu'est-ce que vous allez faire pour ces élections? Qu'est-ce que vous comptez faire? Quelles sont vos perspectives? Est-ce que vous allez rallier Sonko ou bien, Maître, vous allez rallier le professeur Issa Sall, le PUR? Qu'est-ce que vous comptez faire? Ou bien vous allez rallier le candidat sortant, c'est-à-dire le président Macky Sall? Quelles sont vos perspectives? Qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que je ne pense pas que vous allez rester les bras croisés. Alors, voilà. Pour une meilleure organisation de notre entretien sur Khalifa Sall comme sur un éventuel soutien ou une éventuelle alliance avec un autre candidat, on y reviendra, mais les citoyens s'interrogent sur ce qui s'est passé. Il y en a un qui dit, est-ce que vous pensez que le Conseil constitutionnel est apte pour procéder au contrôle de ce parrainage? Vous y avez répondu, disons, si vous pouvez revenir sur cette question. Je pense que ce concitoyen qui a parlé pose une question extrêmement importante. Parce qu'en réalité, moi je considère que nous, les premiers candidats qui avons affronté, je ne dis pas le parrainage, parce que le parrainage, je suis d'accord sur le parrainage, mais qui avons affronté le système du parrainage tel qu'il a été organisé, nous avons été les cobayes de ce système. Nous avons été les cobayes de ce système imparfait. Nous avons été les cobayes de ce système sur lequel, en tant que candidat, nous n'avons aucune maîtrise. Et voilà pourquoi ce concitoyen pose la question. Parce que comme nous n'avons pas de maîtrise, peut-être que le Conseil non plus n'a pas la maîtrise. Que faut-il faire maintenant? Je pense que ce qu'il faut faire, comme le contrôle sur les parrainages est un contrôle informatique, est un contrôle technique, il doit être fait en dehors du Conseil constitutionnel. Que le Conseil constitutionnel ne s'occupe que ce dont il sait s'occuper, c'est-à-dire de la vérification légale et juridique du dossier de candidature. Et que tout l'aspect technique et l'aspect électronique soit mis entre les mains de techniciens avec nos représentants qui sont des techniciens pour se mettre... Parce qu'il suffit de quoi? Il suffit de maîtriser l'outil informatique. Je ne crois pas, j'ai beaucoup de respect pour les juges du Conseil. Mais bon, ils ne sont pas plus outillés que moi qui vous parle en termes d'informatique. Donc, ce n'est pas eux qui vont aller faire ce travail-là. Donc, qu'on externalise ce travail avec nos représentants. Et une fois que le nombre de parrains est validé, que le dossier juridique soit envoyé au Conseil. Et que le Conseil reste dans les limites de ses compétences telles que la loi l'investit de cette compétence-là. Je crois que ça, c'est important. On entend des citoyens... Oui, terminez votre phrase. Et c'est ce que le concitoyen semble dire. Et je suis d'accord avec lui. Mais on entend aussi d'autres citoyens dire, mais justement, 19 recalés sur 27 dossiers qui ont été déposés, c'est justement la preuve de l'efficacité du parrainage. Non, je ne parle pas encore du principe du parrainage. Moi, je dis, je suis d'accord avec le parrainage. Moi, je n'ai pas peur du parrainage. Et d'ailleurs, quand je l'ai affronté, je vous assure, Mamoudou, je ne dis pas ça parce que je suis prétentieuse. J'ai vu ce que ça peut apporter même aux candidats en termes d'aller vers les concitoyens, en termes de préparer une base minimale de légitimité. Je dis finalement, c'est une excellente chose. Là où je ne suis pas d'accord, c'est d'avoir fait tout ce travail-là sur 5 mois
entre le mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, et pour qu'en un seul jour, en quelques heures, le Conseil anéantisse tout cela sans que les juges eux-mêmes comprennent quoi que ce soit à l'affaire. Voilà ce que je condamne. Donc je dis, si on a fini de faire ce travail, il faut qu'on se retrouve entre nous, les candidats, l'État bien sûr, parce que c'est l'État qui gère les élections, et qu'on puisse avoir les informaticiens et les techniciens. Il ne s'agit que de décompter et d'avoir un logiciel sur lequel nous sommes d'accord qui permet de dire, par exemple, je donne un exemple, Mamoudou, c'est très important, qui permet de dire, si vous vous trompez sur la retranscription du nom d'Aïssata Tall, la machine va vous rejeter. Mais ça, même le Conseil peut-être ne le savait même pas. Mais alors, comment ça se fait-il que dans le même système, quand moi j'ai un doublon, on dit tu peux corriger les doublons, mais quand il s'agit d'une petite erreur matérielle, on dit tu peux pas rattraper l'erreur matérielle. Voilà. C'est ubuesque ça. C'est ubuesque. Et pourtant, quelle doit être la donnée de référence de ce parrainage? La donnée de référence, ça devait être la carte d'électeur et dans une moindre mesure, la carte CEDEAO. Mais la carte d'électeur, elle est correcte. La carte CEDEAO, elle est correcte. On s'est trompé sur un I ou sur un S et la machine vous dit non électeur. Qui a décidé de ça? Qui a mis ce logiciel en place? Qui a dit aux candidats que si vous retranscrivez... Attendez, même quand la Cour suprême se trompe, et on y reviendra dans l'affaire de Khalifa Sall, elle se permet de corriger. Et dans ce Conseil constitutionnel, on ne corrige rien, même pas les erreurs matérielles. Mais c'est grave en soi. Je n'ai pas dormi pendant 3 nuits, avez-vous déclaré après le rejet de votre dossier par les 7 sages. Un coup au moral avec le sentiment d'un avenir présidentiel et peut-être politique compromis. Non. J'ai vu les gens interpréter ça. Non, Mamoudou, moi quand je ne comprends pas ce qui arrive, je ne dors pas. Et quand on m'a dit le dossier est rejeté, 39 000 parrains, je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme je vous ai dit, quand on m'a dit à Podor, les morts ont voté. Je dis, c'est pas possible. Ce mystère-là, il faut que je le perce. Et tant que je n'ai pas percé le mystère, je ne suis pas tranquille. Et comme je suis un homme de dossier, pendant 3 jours, on n'avait pas le dossier du Conseil. Le Conseil a seulement dit, on vous a rejeté. On nous a rejeté un vendredi soir, pour moi, ce qui me concerne. Et on a dit, mercredi, venez chercher le PV, le 2 janvier. Donc là où j'ai pas dormi, c'est qu'entre vendredi soir, donc samedi matin, où on m'a dit tu as été rejeté, et mardi, voilà les 3 jours où j'étais dans, je me disais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon dossier est bon, il est parfait, j'ai déposé ma caution, j'ai déposé ma lettre des impôts, mais qu'est-ce qui se passe avec les parrains? Et quand mercredi, j'ai eu le dossier du Conseil, j'ai vu que j'ai des vrais électeurs qui ont été déclarés non électeurs. Et vous allez voir la gravité de ça. Vous savez c'est quoi la gravité? Les gens qui sont électeurs et que le Conseil a déclaré non électeurs le jour de l'élection, elles vont voter. Parce que c'est de vrais électeurs. Alors comment le Conseil peut déclarer de vrais électeurs qui iront voter le 24 février et il leur a dit vous êtes non électeurs, vous ne pouvez pas parrainer Aïssata Tall Sall. Quelle est la personne qui ne peut pas parrainer et qui peut voter? Voilà, c'est ça qui m'empêchait de dormir. C'est pas l'angoisse sur mon avenir. C'est pas. J'ai vu beaucoup de commentaires comme ça. Au réveil après ces 3 nuits sans sommeil, face au miroir, face à vous-même et face à votre avenir. Quel est aujourd'hui votre sentiment? Je me suis regardée devant votre avenir. Je me suis regardée devant mon miroir. J'ai trouvé que j'étais toujours belle, que j'avais toujours ma force intérieure de combattre et que voilà. Il fallait repartir à l'assaut, d'autant plus que j'ai vu que le Conseil avait tort de me rejeter. C'est ça qui m'a rendue belle. J'ai vu que je n'avais rien fait de mauvais et que c'est le Conseil qui a tout faux. Voilà pourquoi. C'est les 3 jours, c'est dans l'angoisse de savoir qu'est-ce que le Conseil a fait. Mais du jour où j'ai découvert ce que le Conseil a fait, eh bien, voilà, je suis toujours la lionne que je suis. Et puisque nous sommes une radiovision, les auditrices et auditeurs auront l'occasion d'apprécier votre beauté sur notre chaîne YouTube avec la complicité de Kolo Cissé. Alors, la diplomate de carrière Sahle-Work Zewde a été élue il n'y a pas longtemps première présidente d'Éthiopie. Le Libéria a eu Ellen Johnson Sirleaf, le Malawi Joyce Banda et la Centrafrique Catherine Samba Panza comme présidente de transition. Le constat au Sénégal est qu'aucune des 3 femmes ayant déposé leur déclaration de candidature, vous-même,
Aïda Mbodj, Amsatou Sow Sidibé, n'a été finalement retenue. La prochaine compétition pour occuper le fauteuil présidentiel se fera sans vous les femmes. Quelle réflexion vous inspire un tel scénario? Deux choses. La première, pour dire vrai, c'est que pour moi, une candidate n'est qu'un candidat. J'avais dit à l'occasion de mon congrès d'investiture que je ne fais de ma féminité ni un atout ni un handicap. Voilà, je suis une femme, je suis dans la politique, je joue la règle comme les hommes. Il n'y a aucun problème par rapport à cela. Mais quand même, et c'est la deuxième observation, il faut penser qu'au Sénégal, nous avons quelque chose de dramatique qui se passe. Parce que bien avant, Madame Lee Wan, Oui, Mariam Lee Wan, oui, quand est-ce qu'elle avait été candidate? C'est une des premières femmes, pour autant que je me souvienne, qui a dit qu'elle est candidate à l'élection présidentielle. Il y a longtemps. Oui, en 2000, je crois. En 2000, voilà, 2000, je crois que c'était avant. On est en train de chercher. Voilà. Et voir que 20 ans avant, 20 ans après, il n'y a aucune femme candidate, ben, il faut quand même se dire qu'au Sénégal, il y a quelque chose qui se passe. Et en 2012, il y en avait deux. En 2012, il y en avait deux. Oui. Voilà. Et c'est quand même, je ne peux pas dire c'est une reculade, mais je pense que les femmes ont un effort à faire et nous continuerons de le faire. L'avenir n'est pas bouché pour les femmes. On va se battre et on va continuer. On y arrivera. Et puis, se désoler du fait qu'aucune femme n'est présente à cette élection présidentielle. Et pourtant, dans les questions Facebook, il y a un auditeur qui fait remarquer que vous êtes resté trop local, leader dans votre Podor natal, mais aussi que vous seriez victime de votre excès de féminité. Vous répondez quoi? Bon, excès de féminité, je suis bien preneur. Hein? Moi, je suis une femme, je ne suis pas un homme. Et qu'on dise que j'ai l'excès de féminité, c'est très bien, je l'accepte. Je pense que aussi ça fait partie d'un jeu naturel. On est une femme, on ne cherche pas à être un homme. Moi, je ne veux pas ressembler à un homme. Même si, comme je dis, dans la politique, je trouve qu'on doit être asexué. Maintenant, que je me suis podorisée, oui, j'ai entendu ça. Bon, mais Podor, c'est quand même mon fief. Il y a tellement d'hommes politiques qui sont handicapés parce qu'ils n'ont pas de fief. Demandez-leur. Que Podor soit rattaché à mon nom ou que mon nom soit rattaché à Podor, en politique, c'est beaucoup plus un atout qu'un handicap. Oui, mais pas de femme dans la compétition à la prochaine élection comme candidate. J'aimerais bien insister sur cela. Oui. Et quelle perspective voyez-vous, entrevoyez-vous? Mais attendez, il faut peut-être que les femmes réfléchissent sur leur propre sort politique, d'abord. Et puis ensuite, il faut se dire que ce n'est qu'une parenthèse. Les femmes repartiront à l'assaut. Plus combatives que jamais. Bien évidemment. Elles repartiront à l'assaut. Elles ne vont pas accepter de se faire éliminer comme ça. Comme je dis, c'est une affaire dramatique pour le Sénégal. Mais bon, ce n'est pas la fin de l'histoire. Hein. On repartira encore. Le Sénégal pourrait être perçu comme un pays misogyne. Eh bien, vous avez lâché le mot. Hein. Je ne vous le fais pas dire. Beaucoup de monde le pense. Et moi-même, j'y avais jamais cru. Mais je pense que les gens ont raison quand même. Que ce pays-là a quelques relents de misogynie au très fond des citoyens. Et c'est très curieux. Parfois, quand on leur parle, ils invoquent la religion. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la religion. C'est les traditions dans ce pays qui font que très souvent, les femmes sont reléguées au second plan. Maintenant, comme je l'ai dit, le combat, il est double. Il y a des hommes éclairés qui y croient, qui y pensent, qui accompagnent les femmes. Il faut aussi que les femmes continuent de se battre et qu'elles ne baissent pas les bras par rapport à ce combat-là. Voilà. Des pays africains l'ont fait. J'ai cité tout à l'heure le cas de l'Éthiopie, le Libéria, la Centrafrique. Voilà. Et pourquoi pas le Sénégal? Pourquoi pas le Sénégal? Et qui a voté une loi sur la parité. Mahmoud, dont on se gargarise d'ailleurs très souvent. Chaque fois qu'on va dans les différentes conférences, on dit oui, nous avons la loi sur la parité. Bon, mais si la loi sur la parité débouche sur l'élimination de toutes les candidatures féminines, je pense qu'il vaut mieux retourner à l'ancien système plutôt que de s'en gargariser. L'invité du jury du dimanche sur e-radio s'appelle Aïssata Tall Sall. Quelles conséquences au plan politique comptez-vous aujourd'hui tirer de votre disqualification par le Conseil constitutionnel? Mais d'abord, la première conséquence, c'est de se dire qu'il faut continuer. La vie politique, elle est faite ainsi. Hein? Et je le dis tout le temps, les jours
d'obscurité en politique, c'est pas des jours très sombres. Au contraire, c'est même des jours qui projettent une lumière. Il faut savoir se relever et il faut savoir se battre. Et moi, je suis dans ça. Je n'abandonne pas. L'autre conséquence politique maintenant, c'est de voir sur la scène politique sénégalaise, qu'est-ce que nous décidons de faire? Oui, c'est la question de vos concitoyens. Aïssata Tall Sall va-t-elle soutenir un candidat? Bien sûr. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on ne peut pas être absent de cette bataille politique. Elle est quand même importante. Et je rappelle que nous avions un programme. Nous avions d'abord un projet de société et nous avions un programme. Et que dans tout ça, ce que nous disons, nous, c'est notre conviction propre. Rappelez-vous, Mamadou, je vous l'ai dit en début d'émission. Moi, je ne fais pas de la politique par bana, par circonstance. Non, j'ai des idées et j'y crois. Et dans ce projet politique, nous avions défini et bâti la société du progrès. Et dans ce programme politique, il y a des points forts sur lesquels nous avions mis l'accent. Quand le gouvernement dit la lutte contre la pauvreté, nous disons non. Créer des richesses pour les Sénégalais. Ne luttez pas contre la pauvreté. On ne lutte pas contre la pauvreté par des mesures circonstancielles et d'urgence. On lutte contre la pauvreté par une politique où on distribue un revenu aux gens, où on donne des opportunités à la jeunesse et aux femmes. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand nombre de pouvoir créer leur propre richesse. Donc tout ça, c'est contenu dans notre programme. Qu'allons-nous faire de l'école, de l'apprentissage, de l'université, de l'enseignement supérieur? Nous avons des idées claires là-dessus. Et tout ça, nous n'allons pas le jeter à la poubelle. Et pour être clair, nous n'allons pas le jeter. Et pour être clair, vous allez soutenir... Non, je suis clair, c'est peut-être pour être plus clair et répondre à votre question. Nous allons dans les tout prochains jours, je crois mardi, déjà avoir une réunion de bureau. Et ensuite, nous convoquerons une assemblée générale. Parce que Mamadou, moi, la politique, pour moi, c'est de la procédure. C'est de respecter les gens qui vous ont, eux, respecté et honoré. C'est de les appeler et de leur dire, voilà ce que nous avions dit. Quel est le candidat dont vous pensez qu'il sera le plus proche des idées que nous développons, qui sera le plus proche de ce que nous voulions proposer aux Sénégalais? Parce qu'après tout, qui nous a recalés? C'est le Conseil. Le peuple, lui, il ne nous a pas recalés, non? Donc on va aller. Oui, mais certains naïvement peuvent dire Aïssata Tall Sall avait appelé à une force commune au sein de l'opposition, pour ne pas dire une candidature commune au sein de l'opposition, que naturellement elle va soutenir en opposant. D'autres vont dire, mais avec la situation actuelle, peut-être qu'elle n'exclurait pas de soutenir le président sortant. En tout cas, pour le moment, Mamadou, est-ce que vous excluez de soutenir le président sortant Macky Sall? Mais moi, je refuse de poser le problème en ce terme. Moi, le terme qui se pose à moi, c'est que ma base... Bien sûr, moi j'ai mon opinion, mais ce n'est pas mon opinion qui compte. Parce que je ne fais que conduire. Vous ne pouvez pas nous la dire. C'était dans le micro. Vous le dites tellement sur le ton de la confidence que j'ai envie de lâcher le morceau, mais je résisterai. Non, je résisterai à votre charme, je ne lâcherai pas le morceau. Parce que j'ai du respect pour tous ces gens-là qui sont avec moi et qui me respectent. On en discutera, on en débattra. Notre décision, elle sera publique, elle sera expliquée et on la laissera aux commentaires. Vous n'expliquez aucune hypothèse ou il y a une hypothèse que vous expliquez? Moi, je reviens à ce que je disais. Moi, je fais la politique depuis longtemps. Et je sais qu'en politique, bon, je vois Khalifa qui arrive, c'est lui qui va m'agresser. C'est 10 dernières minutes. Donc, je n'exclus aucune hypothèse en politique. Toutes les hypothèses sont sur la table. Et je dirai à mes camarades, voilà ce sur lequel nous devons nous prononcer. Quel est votre avis? J'ai mon avis. Je le développerai et je reviendrai sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que j'ai appelé à un candidat unique de l'opposition? Je rappelle quand même des circonstances dans lesquelles j'ai répondu à cette question. On m'avait dit pourquoi vous n'avez pas un candidat unique. J'ai dit peut-être qu'il aurait fallu en discuter bien avant. On n'attend pas 2-3 mois d'élection présidentielle. À l'époque, on était 3 mois pour dire qu'il nous faut un candidat unique. Donc, sur ces questions-là, je suis lucide, je suis sereine, je suis sans passion et je suis responsable. Ma responsabilité indique que c'est ma base avec laquelle je dois d'abord communiquer. Ma responsabilité indique que je dois respecter le verdict de cette majorité-là.
ma responsabilité indique que moi-même, je dois dire à cette base, de façon éclairée et consciente, quel est mon avis. Et c'est elle qui décidera. Mon avis, je l'ai, c'est dans ma tête. Je sais même le pourquoi du comment. Je l'expliquerai à mes camarades. Et ensemble, on prendra la décision dans le seul intérêt du Sénégal. Et toutes les hypothèses seront sur la table. Bien évidemment. Mbati Mapate Ma, qui dit, ma question, n'envisage-t-elle pas de faire une coalition avec l'un des candidats de l'opposition? Et il dit, comme Ousmane Sonko. Rien n'est exclu. Vous lui répondez quoi? Rien n'est exclu. Tout est sur la table. Comme je dis, avec les éléments de notre programme, avec les éléments de leur programme. Tout est sur la table. Tout. Mais quand même, je dois dire, pour être franc et honnête, que jusqu'au moment où je parle, aucun candidat ne m'a contacté. Est-ce vrai, Aïssata Tall Sall, c'est une autre question qui a été posée, je retrouverai le nom tout à l'heure, que vous avez fait face à une grosse pression venant même de milieux maraboutiques qui vous sont proches pour que vous apportiez votre soutien au président Macky Sall? Mais cette pression, je l'ai toujours eue. Elle continue aussi. Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même au lendemain de l'invalidation. Ça ne m'a pas empêché, bien évidemment, mais ça ne m'a pas empêché de tracer mon chemin. Mamoudou, j'ai dit quelque chose peut-être de méchant, mais de vrai. Je suis sûr qu'un homme à ma place, subissant ces pressions-là, aurait cédé. Pourriez-vous moi, être sensible à cela finalement aujourd'hui, avec les circonstances pourquoi actuelles? Pourquoi aujourd'hui plus qu'auparavant? C'est une question toute naïve. Oui. Ah, j'aimerais bien rencontrer autant de gens avertis, aussi naïfs que vous le dites. Donc, pourquoi céder à la pression aujourd'hui beaucoup plus qu'auparavant? Non, Mamoudou, comme je dis, moi, je ne fais pas de la politique une affaire familiale. Je ne fais pas de la politique une affaire d'ethnie. Je ne fais pas de la politique une affaire de religion. Je fais la politique parce que je suis consciente que l'idée que j'ai peut être mise au service de mon peuple. C'est la seule chose qui compte. L'ethnie, parlons-en. Quand vous entendez certaines critiques sur la base de l'ethnicisme, cela vous inspire? Mais ça me fait mal, d'autant plus que ces critiques-là, on dit ethnicisme. Oui. Parlons-en. Les gens disent Netdoko Bandoum. Oui. Netdoko Bandoum, c'est le mauvais procès qu'on fait au Halpulaar. Et je demande à tous ceux-là qui manipulent ce concept de faire attention. Parce que c'est nous qui le choquent en premier. Moi, je suis Netdoko Bandoum quand je suis la Halpulaar qui s'oppose à Macky Sall. Est-ce qu'on peut me faire ce procès-là à moi? Netdoko Bandoum, c'est un concept Halpulaar. Vous le connaissez pour être un Halpulaar. Je le connais pour être... Ça veut dire quoi? Et qui est mal traduit d'ailleurs. Mal traduit. Netdoko Bandoum, ça veut dire, comme je le dirais en Wolof, nit moy garabam. Le Netdoko Bandoum, c'est le... Quand on le dit en Wolof, cela ne choque personne. Oui. Mais en Pulaar, ça peut choquer. Voilà, et ça pourquoi? peut choquer. Pourquoi ça? Mais parce que peut-être, ils pensent que ce pouvoir-là est un pouvoir Halpulaar. Parfois, je vois dans Internet, je vois citer tous les directeurs généraux, soit disant que le président Macky Sall a promu et qui sont des Halpulaar. Mais j'en vois certains qui ne parlent même pas Pulaar, qui ne peuvent même pas traduire le Netdoko Bandoum. Mais dès qu'il y a le nom à consonance Halpulaar, ils disent c'est Halpulaar. Il faut arrêter. Ce débat, il est malsain. Et pour moi, le Netdoko Bandoum, c'est le musulman avec qui tu pries à la mosquée. C'est la personne qui est ton voisin, qui vient à ton secours quand tu en as besoin. C'est le chrétien qui est avec toi à l'église. C'est le Serer qui est ton ami. C'est le Diola avec qui tu partages dans ta famille une alliance parce qu'il a épousé ta soeur ou ta belle-sœur. Voilà le Netdoko Bandoum. Ça n'a jamais voulu signifier le communautarisme, encore moins l'ethnicisme. Ce débat-là, au Sénégal, on doit le tuer. On doit arrêter d'en parler. Parce qu'il est malsain, parce qu'il est mauvais pour l'unité de notre nation. Khalifa Diarraté, bonjour. Bonjour Mamadou, bonjour maître. Bonjour Khalifa. Moi je suis Netdoko Bandoum. Oui, parfait. Nous sommes d'accord. À tout à l'heure, Khalifa. Un autre Khalifa, Khalifa Sall, socialiste comme vous, ancien maire de Dakar, qui a son dossier sur la question du parrainage qui est validé, mais semble-t-il qu'il va passer un autre examen, celui de la recevabilité de sa candidature sur la base de ses déboires judiciaires. La Cour suprême a confirmé sa condamnation en première instance comme en appel cette semaine. Il a introduit par le biais de ses avocats un rabat d'arrêt qui serait suspensif. C'est votre sentiment aussi? Alors, ou non? Sur le rabat d'arrêt, j'ai tout entendu. Oui. Si vous voulez une réponse claire, directe, nette, le rabat d'arrêt est suspensif des condamnations pénales. Ça, c'est la loi. Il n'y a pas à ergoter. Le rabat d'arrêt est organisé par la loi organique sur la Cour suprême. Que dit cette loi? Cette loi dit le recours en cassation
n'est pas suspensif, sauf en matière d'État et en matière d'inscription immobilière et en matière pénale. Voilà les 3 matières dans lesquelles le pourvoi est suspensif. Et les dispositions sur le rabat d'arrêt disent que ce caractère suspensif du pourvoi est applicable au rabat d'arrêt. Donc, il n'y a pas à tergiverser. Et cela aurait quoi comme conséquence au plan politique? Cela aurait comme conséquence... Ces avocats disent que Khalifa Sall est tout simplement éligible. Bien évidemment, bien évidemment. Et d'ailleurs, moi j'ai même une question encore. Je vais même plus loin que les avocats de Khalifa Sall. Peut-être parce que je suis politique et que je perçois tout de suite la conséquence. À supposer même qu'il n'y ait pas de rabat d'arrêt. Les dossiers ont été déposés, non, au Conseil constitutionnel depuis 11 décembre. Le Conseil a tout le dossier. Comment ferait-on aujourd'hui pour glisser l'arrêt de pourvoi en cassation dans le dossier du Conseil? Pour faire rétroagir, autrement dit. Même pas pour faire rétroagir. Qui va dire au Conseil, mettez ce document-là dans le dossier de Khalifa Sall qui prouve que toutes ces revendications étaient rejetées? Qui va le faire? On va encore manipuler un dossier au Conseil. Voilà la question. Sa candidature est recevable? Bien évidemment. Bien évidemment. Je ne vois pas comment le Conseil fera autrement. Vous défendez tellement son dossier que vous pourrez finalement le soutenir si sa candidature a été validée? Mais vous savez, moi... Lui, le socialiste, vous, la socialiste. Toutes les candidatures sont sur la table, comme je l'ai dit. On les examinera toutes au moment du soutien. On les examinera toutes. Il y a quand même que, devant se prononcer sur la recevabilité de toutes les autres candidatures, passer l'étape du parrainage, le Conseil... Certains, en tout cas c'est ce qu'ils pensent, va nécessairement se pencher sur les cas judiciaires de Khalifa Sall, nous en avons parlé, mais aussi de Karim Wade, de candidat du PDS. Quelle réflexion cela vous inspire? Alors je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut laisser au Conseil faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire analyser les conditions juridiques d'une candidature et que les conditions techniques, informatiques, électroniques et tout ce qui s'ensuit, les laisser à un autre cadre. Maintenant, revenant à ce que vous dites, moi je suis objective. Je pense que Karim Wade, le combat a été perdu pour lui du moment où il n'est pas inscrit sur les listes. Or, que dit la loi? Et à l'époque, j'observais mes collègues députés du PDS et j'avais trouvé qu'il m'excuse, il n'avait pas bien mené cette bataille-là. Du moment où le texte dit ne peut pas être éligible qui n'est pas électeur, on avait déjà fini de faire tomber Karim Wade. Parce que c'est la première fois dans une élection présidentielle qu'on glisse une disposition qui dise que celui qui n'est pas électeur ne peut pas être élu. On le voyait dans les élections locales, mais dans l'élection présidentielle, non. Et moi, j'avais pensé que c'était une réforme intuitive, personnelle. Ça ne visait que Karim Wade. Et aujourd'hui, Karim Wade n'a pas une carte d'électeur. Donc, il ne peut pas être éligible. Sa candidature n'est pas recevable. Je ne sais pas ce que fera le Conseil. Je ne sais pas quels sont les arguments qu'il va développer. Ce n'est que mon opinion que je développe. Et encore une fois, que mes camarades du PDS m'en excusent. Mais moi, quand on me pose une question en tant que juriste, je donne ma réponse aussi technique qu'elle puisse être. Voilà ce que je pense. Khalifa Sall, c'est tout à fait différent. Khalifa Sall passe, Karim Wade, non. C'est votre sentiment, Aïssata Tall Sall? C'est mon analyse en tout cas. Madame Monté, avant d'introduire Khalifa Diakhaté, qui vous pose la question suivante, j'ai retrouvé le nom sur la féminité. Oui. Pourquoi ne pas partir à l'assaut du PS et récupérer ce qui vous donnerait, ce qui en reste, ou en tout cas récupérer le parti, ce qui vous donnerait une envergure nationale, car je pense, c'est son avis, la polarisation et la féminité sont vos deux problèmes. Pensez-vous avoir le droit de regarder Ousmane Tanor Dieng tuer à petit feu le grand parti, le plus grand parti organisé du Sénégal? Commentaire de Madame Monti. Mamoudou, vraiment j'avais pensé pour une fois, j'allais échapper à une question sur le PS. Et voilà que c'est pas le journaliste qui me la pose, c'est un auditeur. Le PS a été une partie importante de ma vie politique. Aujourd'hui, vraiment, j'ai mis tout ça sous le boisseau. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe au PS ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse comme ça doit intéresser l'ensemble des Sénégalais. Quand cette honorable dame dit « Devez-vous accepter que M. Dieng tue le PS ?»
personne ne doit accepter que M. Dieng tue le PS. Personne au Sénégal. Parce que le PS, comme je le dis, c'est le parti historique de ce pays-là. C'est un combat qu'on mènera. Mais pour le moment, on a plus fort devant nous. C'est d'abord d'aller à l'élection présidentielle. C'est ça qu'on voulait faire avec la décision du Conseil. Non, c'est de voir avec qui on ira pour l'intérêt de ce pays. Après, on a le temps de nous occuper du reste. Khalifa Diakhaté, à toi l'antenne. Bonjour Mamadou, bonjour maître. Bonjour. Juste pour rire maître, d'où est-ce que vous tenez que j'agresse les invités ici? Très simple, de Mamoudou, il avait lâché le morceau avant que vous n'arriviez. C'est lui qui me l'a annoncé. Oui, mais c'est ça, oui. Et puis je vous vois aussi, hein, Khalifa. Quand même, je vous vois, je sais que c'est votre façon de faire. Mais c'est pas grave, c'est la règle du jeu et moi j'accepte de me soumettre. Alors maître, je suis un justiciable, un simple justiciable qui s'adresse à l'expert et ma question est la suivante. Je suis en train de postuler pour une direction et parmi les documents requis, il y a le casier judiciaire. Je dépose mon casier judiciaire vierge avec tous les autres documents dans le lot de documents et ma candidature est reçue. Je suis promu à ce poste-là. 2 jours après, l'affaire en instance est jugée et donc je suis condamné. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je perds mon poste? En tout cas, vous l'avez déjà eu. Je l'ai déjà eu. Vous l'avez déjà eu. Est-ce que mon patron a la latitude de je pense que dans la vie de tous les jours, oui. Il a la possibilité parce que c'est un fait nouveau qui vient à lui et qui lui permet de réapprécier votre cas par rapport à votre situation réelle de condamné. Donc, s'il a pu recevoir votre dossier, il en avait le droit. S'il le revoit après votre situation de condamné, il en a aussi le droit. Ça démontre tout à fait votre analyse au sujet de la candidature de Khalifa Sall. Oui. Alors, on avance. Alors, Bamako, maître, Bamako. Même si vous aviez gardé la robe, ce fut quand même dans un autre monde, un tout autre monde, le cinéma. Que retenez-vous de cette expérience avec Abderrahmane Sissoko? Mais je retiens une belle et angoissante expérience. Et elle est belle parce qu'on voit à partir de la fiction comment on peut secouer la réalité. Et ça, il n'y a que dans l'art qu'on peut retrouver cela. Dans le cinéma, dans l'écriture, dans toute forme d'œuvre de création. Y compris même dans la plaidoirie parce que c'est ce que nous faisons tous les jours. Maintenant, d'angoisse, parce que j'ai vu comment à partir d'un monde surréel, on brasse énormément d'argent, quelque chose de tout à fait fictif. Oui. Vous allez à Cannes, vous voyez tous ces gens-là, multimilliardaires, ils le sont à partir de rien. Est-ce que le monde doit marcher comme ça? Aujourd'hui, et je reviens à une situation beaucoup plus réelle. C'est la création intellectuelle, c'est la production intellectuelle, c'est oui, rien. Oui, mais quand même, on sent que c'est du fictif. Je lisais tout à l'heure un document. De l'expression, disons, de l'expression artistique. Voilà, où il est dit que le Sénégal est classé 164e pays à l'indice de développement humain sur 189. Nous sommes loin en arrière. Et en même temps, dans ce document, on dit que si on n'actionne pas les leviers de secteur de production, on ne s'en sortira pas. Ça peut être un secteur de production, mais les secteurs de production les plus incitatifs à l'emploi, c'est les secteurs d'investissement réel et concret et pas les secteurs de spéculation. Et très souvent, dans le monde de l'art, c'est quand même beaucoup de spéculation. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais vous avez le devoir de m'écouter. Voilà. Vous avez le devoir de m'écouter. Voilà. Donc, moi, je dis, ça m'a angoissé. Oui. Ça m'a angoissé. Je dis, mais il y a tellement d'argent ici. Mais pourquoi cet argent, si on mettait dans l'agriculture, si on donnait de l'emploi aux jeunes, si on mettait dans l'industrie, si on mettait... Voilà la question que je me pose. Parce que je suis un décideur. Et sur ce point, si tu permets, Khalifa, c'est une question de 30 secondes. C'est pour cela que vous dites que le PSE est un échec. Mais oui, même si ce n'est pas un échec, on n'a pas en tout cas atteint les résultats escomptés. Parce que disait le PSE? 2017, autosuffisance alimentaire. Relisez tout. Et dans la phase 2, le président Macky Sall dit c'est maintenant où nous allons commencer à densifier l'agriculture, à mettre toutes les conditionnalités pour que l'agriculture... Donc on n'a pas atteint
Vous-même, vous savez qu'on n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire. C'est votre sentiment. Non, non seulement c'est mon sentiment, c'est la vérité. Très bien. C'est la vérité. Très bien. Alors maître, je ne mettrai pas la robe, c'est pas le cadre pour le cinéma, mais je pense qu'il faudrait qu'on en redébatte. D'accord. Parce que je ne suis pas tout à fait d'accord. D'accord. Alors, on reste toujours dans ce champ. Entre dialogue, jeu d'acteur et direction d'acteur pour les personnages, pour que les personnages soient vraisemblables, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé à un moment ou à un autre de vous surprendre à trouver des similitudes entre ce monde du cinéma, la fiction, et la politique, que vous connaissez bien, qui est votre monde? Plutôt entre ce monde de fiction et la plaidoirie. Ah. Parce que pour moi, la politique, c'est très sérieux. C'est d'ailleurs le drame de ce pays. C'est parce qu'on a laissé la politique entre les mains de n'importe qui. Je parle justement de la façon de faire de la politique qui peut se lever et dire, je vais aller faire la politique. On ne fait pas la politique parce qu'on est fâché. On ne fait pas la politique parce qu'on a perdu un poste. On ne fait pas la politique parce qu'on veut régler des comptes. Si on veut régler des comptes avec le président Macky Sall, avec les autres, on n'a qu'à aller dans le ring et faire du boxing. On fait la politique parce qu'on a des idées, parce qu'on a des convictions, parce qu'on pense que ça peut faire avancer la société et sa communauté. Voilà pourquoi on fait la politique. Et là, on est d'accord. Voilà. Alors, bon, très bien. Alors, maître, êtes-vous favorable, comme certaines femmes juristes au Sénégal, êtes-vous favorable à l'avortement médicalisé? C'est une question qui touche à la médecine, à la foi, avant d'être une question juridique. C'est des situations très complexes. On y réfléchit depuis longtemps. Favorable ou non? Mais je pense que... Non, je vais vous dire. Je pense que dans ce pays-là, quand on veut toucher à quelque chose qui fait l'intimité de ses concitoyens, et la foi fait partie de ces choses, je ne parle pas de cette foi galvaudée où chacun dit oui, je suis ceci, je suis cela, sans être rien de tout ça, mais de la vraie foi, nous devons discuter et nous mettre d'accord. Vous seriez favorable? Quand est-ce que on peut faire l'avortement? Dans quelles conditions cet avortement médicalisé peut être fait? Moi, je suis favorable à ce qu'on discute, à ce qu'on associe les autorités religieuses et morales de ces pays avant de pouvoir régler cette question. Très bien. Alors, la justice sénégalaise, beaucoup décriée. Le problème réside-t-il dans le système ou dans les hommes? Dans les deux. Dans les deux, parce que dans le système, il y a quelque chose qui permet que l'autorité supérieure manipule la justice. Moi, je dis, et c'était dans notre programme, deux choses. Il faut que le président de la République quitte le Conseil supérieur de la magistrature. Il n'a rien à faire. Il dit que c'est une présence honorifique. Oui, mais raison de plus pour la quitter. Si c'est pour les honneurs, il en a tellement qu'il n'a pas besoin de cet honneur-là, de venir présider un Conseil supérieur, franchement. C'est peut-être un des honneurs les moindres qu'il a en tant que président de la République. Donc, il quitte. La deuxième chose que nous disons, et qui est très importante, que dans ses responsabilités judiciaires, que le procureur de la République ne dépende pas du ministre. C'est-à-dire, s'il a envie d'ouvrir des poursuites judiciaires contre Aïssata Tall, qu'il ne dise pas au ministre qu'est-ce que tu en penses. Qu'il le fasse et qu'il prenne sa responsabilité. Maintenant, ça c'est le système. Donc il y a des choses à corriger. L'autre chose, c'est les hommes. L'indépendance de la magistrature, on ne devrait même pas le dire comme ça. On devrait dire l'indépendance du magistrat. Parce que l'indépendance, c'est quelque chose qui se passe dans votre tête. Ce n'est pas un texte. Même si on vous l'écrit noir sur blanc et que vous ne voulez pas être indépendant, vous ne le deviendrez pas. Maintenant, cela dit, j'entends tous les jours, les magistrats sont des vendus. Ce n'est pas vrai. Parmi les magistrats, il y en a qui font honorablement leur travail. Dans le silence et dans l'anonymat. Je ne veux pas qu'on jette l'opprobre sur un métier honorable, sur des fonctions honorables, parce que 2-3 brebis galeuses ont compromis. Alors ma dernière question concerne que Dieu l'accueille, oui, Papa Kambaye, le défunt Papa Kambaye. Alors le charisme et la personnalité que vous lui connaissiez, comment est-ce qu'il aurait appréhendé aujourd'hui la situation au PS, surtout depuis la scission? Papa Kambaye, je pense qu'il aurait été exclu comme nous autres. Ah. Oui, oui. Très bien. Je pense qu'il aurait été exclu, paix à son âme, comme nous autres, parce que les raisons qui ont amené la direction à dire nous avoir exclus, eh bien, c'est les mêmes raisons pour lesquelles on n'exclurait pas Babacar Mbaye. Des raisons de principe, des raisons de combativité, des raisons de sauvegarde de l'histoire et de l'héritage du Parti socialiste. Merci. Voilà pourquoi j'ai dit l'aurait été exclu. Au mois de janvier, il avait quitté ce monde un 31 janvier. Oui. Alors, êtes-vous favorable à des poursuites judiciaires contre les auteurs de doublons sur la question du parrainage? Je vais rigoler, moi je suis favorable à des poursuites judiciaires contre le Conseil constitutionnel. C'est cela vraiment sérieux en le disant. Mais bien évidemment, Mamoudou. Je vous dis, je n'ai pas de recours et c'est pour ça que je suis en rage.
Parce que si j'avais un recours, je ne serais pas là, je l'aurais exercé. Mais le Conseil s'est trompé. Volontairement ou involontairement, nous en sommes les victimes sans rien pouvoir faire. Merci. Voilà là où nous sommes. Aïssata Tall Sall, je rappelle que vous êtes la présidente et candidate de la coalition Osez l'avenir, mais finalement vous ne serez pas candidate. Je le serai, Inch'Allah. À cette élection présidentielle du 24 février. Là, 2019. nous sommes d'accord, mais 2024 est devant nous, ce n'est que dans 5 ans et c'est une période très courte en politique. Merci. Le jury du dimanche avec Mahmoud Ibra Kane et Khalifa Diakhaté, Aliou Diassé à la technique, Sandra Ndiaye pour les réseaux sociaux, Kolo Cissé pour la chaîne YouTube de Immédiat Invest. Antoine Diouf dans un instant, le journal de midi. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.